Et maintenant, chers camarades, nous allons accueillir Jean-Luc Mélenchon, du parti de la gauche européenne, PGE. Mes chers camarades, et vous tous, mes jeunes camarades, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé tout à l'heure. Je n'en déduis rien, sinon une marque de solidarité avec la victime d'une lâche agression, puisque la Société Générale, qui apparemment n'a pas bien compris à qui elle s'attaquait, a imaginé que j'étais dans ses moyens. Étant incorruptible, je ne le suis pas. N'ayant pas de compte ni chez eux, ni dans leur succursale à l'étranger, je ne le suis pas. Et étant entouré de la solidarité de mes amis, on ne peut pas m'atteindre. Je vous invite à ne pas me laisser tout seul en face de ces gens-là. Ils sont dangereux. Ils ont d'importants moyens. Et je vous invite, si vous voulez m'aider dans ce domaine, à vous rendre auprès des succursales de la Société Générale pour faire connaître l'idée que vous vous en faites. Chacun avec imagination. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient organisé une action qui s'appelle Cache-Cache. Cache, cache. Et ils ont remis sur la Société Générale des affiches où il y a écrit Panama. Bon, parce qu'on cache le cache. Voilà. Merci de ce que vous ferez. La lutte, c'est la lutte. Ce n'est pas un jeu. On m'a dit que je devais venir ici parler du rapport qu'il y avait entre la loi El Khomri, les questions d'éducation et la jeunesse lycéenne. C'est à cette question que je vais répondre. J'ai vu que mon ami Guillaume Balas, qui est meilleur qu'il n'en a l'air, Il a l'impression de ne pas être moins bon que tu n'en as l'air. ouais, voilà, des fois, comme tout le monde. Hein. Mais avant d'abord, c'est bien d'être ici. J'espère qu'on vous a dit que c'était l'ancien club des Cordeliers de la Grande Révolution de 1789. Le club des Cordeliers a mal tourné, il était vraiment d'extrême gauche à certains moments, mais il avait l'honneur d'avoir dans ses rangs la seule organisation de combat révolutionnaire des femmes, les clubs des femmes citoyennes révolutionnaires, que dirigeait Pauline Léon, qui n'était pas cette courge d'Olympe Gouges, qui, elle, vous savez, à la fin finit par vouloir défendre Louis Capet. Mais la Pauline Léon, elle, voulait armer les femmes et obliger tout le monde à porter la cocarde pour montrer son attachement à la Révolution. C'est donc un lieu inspiré que celui-ci, inspiré par la Révolution. Allez, maintenant je viens au sujet. D'où vient la loi El Khomri? D'un cerveau malade à Bercy et à l'Élysée, bien sûr. Mais derrière le cerveau malade, il y a une volonté politique, celle de la Commission européenne, qui ne s'est jamais caché de son objectif en la matière et qui a adressé dès juillet dernier dans ses recommandations des notifications extrêmement précises sur ce qu'il fallait faire en matière de code du travail dans toute l'Europe et spécifiquement en France. Recommandation 2015, ouvrez les guillemets, réformer le droit du travail pour faciliter au niveau des entreprises et des branches les dérogations, c'est-à-dire le droit particulier, aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail, à réformer la loi portant création des accords de maintien de l'emploi d'ici à fin 2015 en vue d'accroître leur utilisation par les entreprises, c'est-à-dire exactement ce qui est dans la loi El Khomri. Si un gouvernement européen ne se soumet pas aux directives qui sont données par la Commission européenne, celle-ci a le pouvoir d'infliger à la nation considérée une amende. Comme la France est considérée en déficit excessif, il est signifié aux technocrates et aux dirigeants politiques qui acceptent de s'incliner devant les décisions de la Commission européenne qu'ils doivent changer le code du travail parce que, d'après la Commission européenne, en flexibilisant, eh bien, on augmente les capacités d'emploi et de production. Comme si le problème n'était pas celui de l'investissement en Europe, comme si ça n'était pas celui de la qualification des travailleurs, comme si ça n'était pas celui du changement des process de production, pour qu'enfin on passe à la nouvelle façon de produire à laquelle il va falloir passer de toute façon. Car l'humanité tout entière, pas seulement l'Europe, pas seulement les Français, est confrontée au changement climatique. Vous êtes obligés, que vous le vouliez ou non, de vous poser des questions politiques fondamentales face au changement climatique, chacun pour soi ou tous ensemble.
Si c'est tous ensemble, alors il faut changer les process de production. Alors il faut déménager tout ce qui est sur les côtes. Alors il faut arrêter les centrales nucléaires parce qu'elles sont dangereuses. Il faut passer à autre chose sans jeter la pierre à ceux qui ont inventé ça avant nous et qui l'ont fait croyant bien faire pour la patrie, mais qui aujourd'hui s'avèrent être un danger. Un danger. Nous avons besoin, là aussi, non seulement de changer les méthodes de production d'énergie, mais de changer les qualifications des travailleurs et de savoir comment nous allons faire pour nous débarrasser des déchets nucléaires. Comment nous allons faire pour démonter les centrales? Car la seule centrale qu'on n'a jamais essayé de démonter, on est encore dessus depuis 15 ans. Donc nous avons besoin d'une élévation du niveau des qualifications. Nous avons besoin d'investissements massifs dans la production. Nous avons besoin de salaires plus élevés de manière à ce que les travailleurs ayant de meilleurs salaires, ils puissent se nourrir correctement et donc rémunérer la main-d'œuvre plus nombreuse qu'il faut embaucher pour faire de l'agriculture biologique et paysanne. L'augmentation du SMIC est l'ami de l'écologie. Ce n'est pas le contraire. Plus et mieux vous payez les gens, mieux ils se nourrissent, mieux ils se vêtissent, mieux ils investissent. Voilà les règles fondamentales que pour ma part je porte et qu'il faut porter avec une main de fer et une volonté inflexible pour la suite des événements qui se dessinent devant nous. Je vous ai dit, la racine commune, c'est la décision de la Commission. Maintenant, pour le domaine qui vous concerne, vous vous adressez à un député européen, c'est lui que vous avez invité, et non pas le responsable de parti politique ou le candidat à l'élection présidentielle de 2017. Par conséquent, vous devez savoir concrètement et directement ce dont vous êtes l'enjeu. L'éducation doit devenir un marché. Cet objectif est poursuivi avec une patience de fourmi depuis 10 ans, morceau par morceau, étape par étape. Ça a commencé par ce qu'ils appellent le processus de Bologne. Il faut, pour qu'il y ait un marché, premièrement créer des producteurs, qui ensuite vont créer une marchandise, et ensuite il faut créer des acheteurs. Les acheteurs, c'est vous. Les producteurs, ce sont les établissements d'enseignement, jusqu'à un certain niveau, et le marché, c'est la mise en concurrence de tous les établissements d'enseignement. Les facs entre elles, les lycées entre eux, à partir du modèle de la LRU, adopté dès l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir, le système est généralisé, va passer aux établissements du second degré, lycée, collège, et un jour, vous verrez, si vous les laissez faire, jusqu'à l'école primaire. Jusqu'à l'école primaire. Comment ça se passe? Morceau par morceau, on change d'abord la gouvernance des universités, loi LRU. On change la gouvernance des établissements scolaires. Le chef d'établissement a tous les pouvoirs, il choisit le personnel, et ensuite on lui dira, comme aux professeurs d'université, trouvez des financements privés. J'y viens, parce que nécessairement je devrais être bref, et je ne peux pas entrer dans tous les détails de l'explication. Mais il y a ce qui s'appelle Horizon 2020. C'est un programme européen, soi-disant consacré au savoir et à la recherche. Je ne vais regarder que ce qui vous touche le plus directement. Dans cet Horizon 2020, on a fusionné tous les processus Erasmus. Et la question des bourses, c'est-à-dire de l'aide publique qui est donnée en fonction des revenus des familles, qui va aux jeunes et qui donc est une forme de l'égalité entre vous, qui permet à chacun d'aspirer au plus haut niveau du moment qu'il en a les capacités intellectuelles et qu'il a pu les développer à temps. Eh bien, dorénavant, ce seront les prêts qui seront encouragés par l'Union européenne. Les prêts plutôt que les bourses. Et l'Union européenne s'immisce dans le processus en proposant ces prêts. 12 000 € par an. Eh bien, que va-t-il se passer? Quel est ce modèle? D'où sort-il? Il est déjà appliqué aux États-Unis d'Amérique. 40% de la population de moins de 30 ans est déjà endettée avant de commencer sa vie. Évidemment, peut-être que ce seront les prêts étudiants qui feront pour finir s'effondrer le capitalisme, parce qu'il arrivera aux prêts étudiants ce qui est arrivé auparavant au subprime. Si vous prêtez à des gens dont vous n'êtes pas sûr qu'ils soient capables de rembourser, à un moment ou à un autre, se produit l'effet boule de neige que vous avez déjà vu. Je n'ai pris que cet exemple parce qu'il vous montre comment on a créé des acheteurs. Mais ensuite, il faut créer la marchandise. La marchandise, c'est le savoir. Nous, Français, nous sommes attachés au système républicain de l'éducation, c'est-à-dire que nous avons des savoirs qui sont enseignés gratuitement, avec des diplômes qui ensuite sont placés dans des conventions collectives que nos camarades les syndicalistes du monde salarié défendent, et ensuite doit correspondre à un niveau de qualification, un niveau de salaire. Telle est la République sociale. Que tout ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, c'est une affaire entendue. Mais la vérité, c'est que c'est ça le système. C'est ce système-là qu'ils veulent détruire.
Déjà, plus de qualifications reconnues, des compétences, le savoir en petits morceaux, est vendu un par un à chacun d'entre vous. Exemple, producteurs dans l'automobile. Nous, les producteurs dans l'automobile, ils ont une qualification. On peut leur mettre plusieurs modèles de bagnoles devant. Quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique ou quand vous êtes au Mexique, vous devez, pour pouvoir travailler dans l'industrie automobile qui produit tel type de camion, avoir un certificat de compétence que vous allez acheter, parce que vous ne l'avez pas. Et vous allez dans une boîte de formation qui va vous le délivrer. Cette boîte de formation, elle appartient à l'usine d'automobile. Autrement dit, vous payez pour apprendre comment savoir faire marcher la machine. Et ce certificat, il est comme les yaourts, il y a une date d'obsolescence. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans ou 5 ans, il ne vaut plus rien. La durée d'une bagnole, c'est 7 ans sur le marché. Vous voyez le rapport qu'il y a entre la durée de la marchandise, la durée du savoir. Le capitalisme financiarisé veut arriver à ce résultat. Voilà pour les producteurs, voilà pour la production. Je viens sur le dernier point, le savoir lui-même, la production du savoir qui ensuite va être découpé en morceaux. Eh bien, voici qu'ils ont décidé que dans l'enseignement supérieur où s'opère la recherche, vous savez qu'ici, on demande au président des universités de chercher des financements privés. Je pense que pas un d'entre vous n'est assez naïf pour croire que cet argent vient sans contrepartie. Évidemment que c'est la production qui va orienter la recherche. Et elle va l'orienter vers ce qui va donner de la recherche appliquée. Eh bien, nous savons tous que c'est une mutilation de l'esprit et qu'il n'y a que les gros imbéciles pour dire à intervalles réguliers, ils ont assez cherché, maintenant il faut qu'ils trouvent. Ce sont les rustres à chaussures cloutées qui croient que l'esprit obéit au fouet et à l'argent. Les chercheurs trouvent des choses qu'ils ne cherchaient même pas. Des fois. Et d'autres fois, ils cherchent quelque chose et ils trouvent autre chose. C'est comme ça, l'esprit. Ça ne se met pas en rang. Eh bien, eux ont décidé que si, premier temps. Deuxième temps, les centres de recherche des universités sont mis en concurrence avec qui? Les centres de recherche des entreprises elles-mêmes. Et ce qui vient d'être voté, c'est la loi, le rapport PAC, du PPE, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça ne sert à rien d'essayer de se rappeler, ça change tout le temps. Par exemple, il y avait Grand Marché Transatlantique, il est devenu TIPP, après il est devenu TAFTA. Vous êtes tous des syndicalistes, vous savez ce que c'est. Le temps qu'il faut pour faire entrer une idée dans une tête. Donc si ça change de nom tout le temps, ben c'est George Orwell, ils ont gagné. Parce que personne n'arrive à se rappeler de quoi on parle, ni comprendre de quoi on parle. TAFTA, l'autre il dit, ah mais on m'avait dit TIPP, je sais pas quoi, là, bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est autre chose, voilà. Plus personne n'y comprend rien et c'est fait pour ça. Bref, ce rapport, il date de 2013, et il dit ça. Que le surplus de finances qui est appelé par le processus de Bologne ira pour 46% au centre de recherche des entreprises. C'est-à-dire que la recherche fondamentale serait financée dans les entreprises et non plus dans les établissements publics. Voilà. Voilà à quoi vous avez affaire. Autrement dit, vous n'êtes pas une marge de la lutte globale contre le capitalisme financiarisé. Vous êtes au cœur parce que la reproduction du système suppose la reproduction des qualifications. 50% de la jeunesse, de la population mondiale a moins de 25 ans. Un tiers de la population mondiale a moins de 15 ans. Ça signifie que le problème de la transmission des savoirs, qui est le cœur de l'activité des sociétés humaines, à part se nourrir et se reproduire, le cœur, c'est enseigner aux suivants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment on le fait. Notre espèce est une espèce en apprentissage permanent. Nos petits apprennent aux autres petits, ce qui est unique parmi les espèces vivantes. Et nous sommes animés par un processus violent qui s'appelle l'apprentissage et le désir mimétique. Je veux ce que fait l'autre. Ce qu'a l'autre. Vous n'avez qu'à voir deux mômes dans un bac à sable qui se battent pour un seau, vous avez compris ce qu'est le désir mimétique. Il n'y a rien qui les détourne de ça. C'est donc une activité fondamentale. La jeunesse doit se mettre en mouvement. Vous devez vous y mettre. Si vous ne vous y mettez pas, si vous ne convainquez pas, un par un, autant qu'il faut, avec discipline et pas seulement avec enthousiasme, avec méthode et organisation pour convaincre un après l'autre, alors nous serons broyés. La différence entre votre génération, la mienne, et toutes les autres auparavant, c'est qu'avant on avait le temps. On pouvait penser qu'on avait le temps. Maintenant, on sait qu'on n'a pas le temps. On sait que le niveau des mers monte, qu'on le veuille ou pas. On sait qu'il va falloir décider politiquement de ce que nous faisons devant des événements climatiques extrêmes. Les événements climatiques extrêmes, ça veut dire des catastrophes extrêmes. Où sont les processus collectifs pour faire face à tout ça? Ça, c'est vous qui devez le faire maintenant. Alors d'abord, je m'en occupe, avec quelques autres, mais il va falloir que vous y mettiez. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas une occupation. C'est un devoir, en face de ce que autrefois nous appelions
l'intérêt de classe. Eh bien aujourd'hui, à l'intérêt de classe s'ajoute un autre intérêt qui rassemble des fois beaucoup plus largement. C'est l'intérêt général humain. Le partage du savoir est la condition initiale dont nous avons besoin qu'elle soit accomplie pour que nous puissions faire face à l'intérêt général humain. Vous allez devoir inventer des process de production, des manières de vivre, car vous devrez changer vos manières de vivre, vos manières de consommer. Il va falloir inventer tout ça. On ne le fait pas avec un peuple d'ignorants. On est obligé d'avoir le plus haut niveau possible de formation et de qualification. Et vous devez être solidaires de classe entre vous. Parce qu'il y a une catégorie de lycéens que tout le monde oublie. 50% de la jeunesse française est dans l'enseignement professionnel et technique. C'est l'oublier. Vous changez un mot du programme de philo, vous avez une manif dans la rue. J'ai changé, moi, tous les programmes de culture générale des CAP. Personne n'est venu me dire ni merci, ni bonjour, ni au revoir, ni je suis contre. Tout le monde s'en fout. Parce qu'il s'agit de la jeunesse ouvrière, des enfants du peuple, dont 50% va au travail tous les soirs en sortant du lycée professionnel. Ils ont supprimé 180 lycées professionnels depuis 2007, 32 depuis que M. François Hollande est là. Il ne cesse de parler de l'apprentissage comme d'une solution. L'apprentissage n'est pas une solution, il l'est pour certains jeunes. Mais vous ne pouvez pas apprendre à faire marcher des machines complexes en appuyant sur tous les boutons. Il vous faut la formation générale pour programmer les machines. Vous devez faire des maths, vous devez faire de l'anglais de haut niveau. Et pour ça, vous avez besoin d'un enseignement professionnel qui réalise cette formation complète de la personne humaine. Les êtres humains ne sont pas des appendices de la machine. Plus ils sont intelligents, mieux marche la machine. Plus doux est le travail. Voilà toutes les tâches que vous avez à faire. Ils ont fermé des lycées professionnels. Je les rouvrirai. Nous ferons une autre vie à tout le monde. Nous avons besoin de milliers de producteurs formés. Je vais finir là-dessus. Vous voulez de l'agriculture paysanne, biologique et tout le tremblement? Parfait, il faut 400 000 paysans de plus. Où vous allez les trouver? 100 000 attendent pour avoir de la terre. Les 300 000 autres, vous les trouvez où? Il faudra les former. Et il faudra que la condition paysanne soit autre chose que le calvaire que c'est aujourd'hui. Vous voulez changer de mode de production énergétique? Il vous faut 700 000 personnes de plus en 5 ans. Il faut les former. Maintenant, tout de suite, pas en donnant des prêts, je ne sais pas quoi. Au contraire, en payant les gens pour qu'ils restent à l'école et qu'ils apprennent convenablement. Et ainsi de suite, je pourrais faire le tour de toutes les productions. Voilà le vaste et enthousiasmant programme que nous avons devant nous. Voilà ce qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut d'abord les chasser. Les chasser de là, tous autant qu'ils sont. Parce que tant qu'ils sont là, ils ne feront rien d'autre que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. De l'Europe, j'ai qu'une chose à vous dire. Voici ma position personnelle. Bien sûr que nous sommes tous Européens. Sous l'Ancien Régime, c'est les nôtres qui étaient pour l'Europe, en disant « ça suffit les guerres des familles royales ». Et ensuite, c'est nous qui étions contre les guerres que les pays capitalistes se faisaient entre eux. Que croyez-vous que soit la révolution de 1917 ? Sinon, une riposte extraordinaire à l'abominable guerre de 1914. Bien sûr que c'est nous qui avons toujours été le camp de la paix. Et c'est nous qu'on vient prendre par les bons sentiments pour avaler le reste. Nous ne l'avalerons pas. Il faut sortir des traités européens, pas en comptant sur je ne sais quelle conjonction miraculeuse qui arrangerait nos affaires et nous dispenserait de l'effort à faire, mais par notre propre mobilisation, parce que nous sommes la France et que nous sommes une grande nation, très nombreuse, très puissante, et que pour ça, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il faut aussi avoir des cadres politiques qui tiennent bon. Mon camarade Tsipras, il a fait ce qu'il peut. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion à laquelle il est arrivé, mais lui, il pèse 2% de l'économie européenne. Nous, 18%. Nous allons être le premier peuple d'Europe, il vous l'a dit Ballas tout à l'heure. Et quand on est le premier peuple d'Europe dans l'histoire, je vais vous le dire, c'est rock'n'roll pour tout le monde. Chaque fois que ça s'est produit. Parce qu'une nation jeune, elle demande, elle crée, elle invente. Une nation plus vieillie, comme nos voisins, n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes demandes. Non, je parle de la République fédérale d'Allemagne, qui sont nos amis et nos camarades. Mais en attendant, c'est une population dont la majorité de la classe moyenne supérieure vit de retraite par capitalisation. Il n'y a pas besoin d'être un aigle en économie pour comprendre que de tels gens n'ont envie que d'une seule chose, qu'il y ait beaucoup de dividendes dans les entreprises pour qu'il y ait des belles retraites, et donc moins de salaires et moins d'investissements, tout se tient. Eh bien nous devrons faire le contraire. Il faut sortir des traités européens. Pour en négocier d'autres, bien sûr, mais il faut d'abord créer le rapport de force. Vous êtes des syndicalistes, vous le savez ça. Depuis quand, c'est en étant mignon et gentil, la casquette à la main, qu'on obtient quelque chose? Ou quand ça s'est passé? Moi, je veux bien, hein. Je suis très intelligent, j'ai écrit 14 bouquins, ça va, je vais bien m'asseoir devant qui vous voulez.
Mais ça ne marche pas comme ça, l'existence. C'est forcément un rapport de force. Vous vous figurez que ceux qui sont passés de tondre le peuple français de 60-40, 60 pour le travail, 40 pour le capital, qui sont passés à la proportion 70-30, vous croyez que ces gens-là vont vous lâcher comme ça ce que vous leur demandez parce que vous êtes sympa et ce que vous racontez est intelligent? Bien sûr que non. Il faudra le leur prendre de force. Soyez forts.